Le camp d'Auschwitz est un camp à part dans le système concentrationnaire nazi. C'est à la fois le plus grand camp d'extermination, le plus grand centre de mise à mort de l'univers nazi et aussi le plus grand camp de concentration. Celui où en 1944, plus de 120 000 personnes ont été à un moment donné internées en même temps entre les barbelés de Birkenau. Mais Birkenau, c'est d'abord et avant tout une des composantes du complexe d'Auschwitz. Auschwitz I, le camp de concentration, ouvert dès 1940 pour les opposants politiques, les élites polonaises, un camp comme le Reich s'en était couvert dès 1933 avec Buchenwald ou Dachau ou Ravensbrück pour les femmes. Un camp de concentration où les opposants sont internés et sont soi-disant rééduqués par le travail. Un camp où la mort est partout du fait des conditions de vie terribles imposées aux détenus. Mais dans ce complexe d'Auschwitz, il y a aussi ce camp d'extermination de Birkenau qui a été ouvert en 1942, d'abord pour les prisonniers de guerre soviétiques et aussi et très vite sur décision d'Himmler pour y faire converger les juifs d'Europe, non pas pour les mettre au travail, mais d'abord et avant tout pour les exterminer. Et c'est là la spécificité de la Shoah, la déportation de familles entières, pour une seule raison, le fait qu'ils soient nés juifs, et avec une seule destination, la mort. Mais parce que les nazis ont aussi besoin de main-d'œuvre pour faire fonctionner l'économie de guerre, ils vont octroyer temporairement à une très faible minorité des détenus le droit de survivre, environ 20% d'un convoi, mais derrière ces statistiques, il y a à chaque fois des visages d'hommes et de femmes auxquels nous devons penser, 20% environ d'un convoi qui vont temporairement pouvoir être mis au travail, alors que la grande masse est d'emblée conduite vers les crématoriums, les chambres à gaz de Birkenau. Moi je reste ici à Birkenau-Auschwitz presque 3 ans. Il faut vous dire une chose, c'est quand je suis arrivé à Birkenau, il n'y avait pas de four crématoire, il y avait des chambres à gaz. Les fours crématoires ont été construits par un commando qui s'appelait la Mauerschule, à l'école de Masson. C'était de la gadoue, c'était des marais. Il n'y avait rien. Moi, je travaillais dans un commando, comme il n'y avait pas de four crématoire, je travaillais dans un commando qui faisait des tranchées la journée. Vous savez, des tranchées. La nuit, je ne sais pas ce qui se passait, je ne peux pas raconter des choses que je ne sais pas. Et chaque fois, une fois on allait à gauche, une fois on allait à droite, une fois on allait au fond, on faisait des tranchées. Je pense, c'est dans mon esprit, que c'était pour enterrer ceux qui ont gazé. Très cher frère, peux-tu me dire, nous sommes à Auschwitz, pourquoi tu as pris la décision de venir aujourd'hui? D'abord parce que, frère du Grand Orient de France avant tout, nous avons beaucoup des nôtres qui sont passés par ces lieux de l'horreur, et je crois que c'est un devoir pour nous, francs-maçons du Grand Orient de France, de perpétuer le souvenir de ceux qui sont passés par ici et qui ont connu les horreurs les plus abominables que l'humanité ait jamais connues. Je pense que, en tant que femme, en tant que citoyen et en tant que sœur, nous avons aussi à transmettre ce que nous voyons ici, ce que nous percevons, ce que nous ressentons. Je crois pouvoir dire que venir en ce lieu qui représente une partie très obscure de notre histoire nous renvoie à des questions quasiment existentielles dont on ne trouve pas forcément les réponses puisque nous sommes face à un non-sens. Donc je crois que la première raison essentielle, comme j'ai dit précédemment, c'est effectivement ce devoir de transmission. En tant que femme, en tant que citoyen, en tant que sœur et en tant que grand maître. Un tel lieu de mémoire appelle naturellement la présence de francs-maçons.
Et le droit humain est préoccupé constamment de ces questions qui concernent la conception qu'on a de l'homme. Et ici, comme on a voulu détruire l'idée même d'humanité, je crois qu'il était important que nous soyons présents. Ce camp, qui est un camp qui était riche parce que malheureusement toutes les affaires des déportés juifs qui arrivaient ici étaient recueillis au commando Canada, donc les problèmes de cuillère et autres, bien ça se véhiculait, mais ça se vendait une demi-ration de pain ou une ration de pain. Parfois c'était un chandail, parfois c'était je sais pas. Ce qui se passait beaucoup plus ici, parce que c'était à Birkenau, qu'à Auschwitz même, où là-bas les choses sont totalement différentes. Comme c'est vous allez voir, c'est une caserne, les conditions de vie ne sont pas celles-ci. On ne retrouve pas ce genre d'hygiène là-bas. On vivait dans un système, je vous dis, véritablement hors norme. Normalement, on devait mourir. Alors, plus les gars nous abrutissaient, plus ils essayaient de nous abrutir, et plus nous, notre force, c'était un courage, c'était une résistance de dire je vais me laver, je vais me foutre de l'eau à travers la gueule, je vais tenir. Vous savez, celui qui était très riche ici, c'était celui qui avait sa cuillère, c'était sa miska, et qui avait une brosse à dents. Moi, j'ai jamais eu. Mais des gars qui avaient une brosse à dents, il n'y avait pas de dentifrice, bien sûr. Mais il y avait une brosse à dents. Les Juifs étaient ici, nuit et brouillard. Et pas les Polonais, pas forcément les Polonais, pas forcément d'autres nationalités, des Tchèques ou autres qui étaient là. Ce qui fait qu'eux, parfois, recevaient des paquets. Et compte tenu de ce qu'était cette ambiance du camp, tu dis tout à fait étonnant. D'un côté, on tuait les gars, ils tombaient par terre, on les assassinait. D'un autre côté, il y avait des groupes, j'allais dire, qui festoyaient carrément. Parce qu'ils étaient ce qu'on appelle les proéminents. C'est absolument incroyable. Il y en avait très peu. Bon, ce camp-là avait en moyenne 70 à 80 000 personnes. Il y en avait effectivement très très peu. Ça se coûtait par quelques millièmes, mais tout de même. J'écoute avec beaucoup d'attention le témoignage de notre frère Raphaël qui est sorti de ces camps miraculeusement, et c'est vrai que c'est un lieu de recueillement avant tout, mais ce que je ressens, c'est au fond de moi-même quelque chose de très poignant, parce que nous avons les témoignages de ceux qui sont les derniers survivants au moment où certains contestent la matérialité et la réalité de ce qui s'est passé dans ces camps. C'est extrêmement important. Dans le monde, il y a des frémissements qu'on ne peut pas accepter. Il faut que nous puissions tous réagir et ne pas les laisser faire. Réagir, monsieur, ça se passe, regardez, vous allez dans tous les pays, il y a toujours du terrorisme. Comment voulez-vous ne pas réagir? Comment voulez-vous réagir? Si c'est pas ici, ça c'est à 2000 km. Il y a toujours des terroristes, il y a toujours des assassins. Je sais pas, il y a des gens qui se laissent convaincre. Oui, mais quand je dis réagir, c'est qu'il faut que nos enfants, il faut que les générations qui arrivent sachent que ça a existé, prennent conscience de ce qui a existé. Savez, moi, c'est ce que je me rappelle vaguement, qui sortaient des prisons allemandes, les criminels, les grands prisonniers, ceux qui ont fait des choses, et ils devenaient capots ici. Oui, je sais bien. Ils avaient le truc noir. Il y avait des politiques, c'était des Polonais, il y avait ceux qui avaient des trucs noirs venaient des prisons, et c'est eux qui dirigeaient le camp intérieur. Je ne parle pas, il y avait des SS également, mais c'est eux qui tenaient le camp, c'était surtout les criminels. Je pense qu'il faut absolument qu'on maintienne cette mémoire, non seulement pour ceux qui sont morts, mais pour ceux qui risquent de mourir par la suite dans d'autres conflits, dans d'autres lieux. Peux-tu nous dire aujourd'hui pourquoi tu as pris la décision de venir à Auschwitz? Bien, je connaissais bien sûr le lieu, j'avais une certaine mise en situation, mais en fait bien incomplète, très certainement. Le fait de visiter le lieu, d'être sur le lieu, d'autant plus, là c'est une question personnelle, c'est que je suis d'origine polonaise, et donc mon père a quitté la Pologne,
Et en même temps, disons, je dirais, c'était en plus une rencontre et une pleine rencontre dans ce lieu. Un besoin de compréhension. Je sais pas. Ça, alors là, je ne sais pas répondre. Le devoir de mémoire, c'est quelque chose que nous devons tous et toutes pratiquer. Auschwitz, c'est le summum de l'horreur et il faudra continuer à veiller pour qu'il ne se reproduise pas. Il y a beaucoup d'émotions dans ce lieu. Énormément. Et toi, que ressens-tu? Depuis que j'ai passé la porte, je n'ai pas arrêté d'imaginer les femmes, les enfants, les hommes déambuler dans ces lieux. J'étais vraiment prise de douleur, carrément, de douleur, tellement je les sentais là. Et c'est un sentiment, bien sûr, de révolte épouvantable. Comment peut-on en arriver là? Et que peut-on faire pour que ça ne se reproduise jamais? C'est un vertige, hein, tant d'atrocités sur une échelle aussi vaste et planifiée. C'est un frisson. C'est la première fois que je viens et je sens presque une douleur qui pourrait être à la fois morale et à la fois presque physique. Quand on entend aussi les témoignages de la personne qui nous accompagne, je ressens qu'il est quand même urgent pour nous, francs-maçons, de s'interroger sur le monde que nous voulons, pour aujourd'hui et pour demain. Et je ressens aussi qu'il nous faut, face à la construction de l'Europe, qui est pour moi avant tout sociale, trouver une éthique de l'universel. Donc je pense à tout cela en ce moment. Nous vivons, nous, en tant que délégation, sur les lieux de ces crimes, ce qui s'est passé ici, et c'était cet exercice de mémoire, bien entendu, que nous faisons, mais c'est un exercice de transmission de la mémoire vers les générations qui nous suivent et qui nous suivront, car l'innommable ne doit pas se répéter, et malheureusement, il se répète, nous l'avons vu dans d'autres parties du monde. D'usage que à chacun de ces déplacements sur le site d'Auschwitz, qui vous l'avez compris est un site bien particulier dans l'histoire de l'humanité, il y a un moment où l'ensemble des groupes se retrouvent ensemble. Et permettez-moi en premier lieu de vous remercier d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Nous allons écouter dans quelques instants les discours prononcés par les représentants des différentes obédiences aujourd'hui présents, mais nous allons en premier lieu écouter quelques mots de Raphaël Esral, rescapé du camp d'Auschwitz, dont je crois la voix est riche d'enseignements pour nous tous. Lorsqu'un ancien déporté revient sur les lieux et où que son regard se porte, la vie et la mort se tutoient, et elles se tutoient par un seul geste de la main, celui que faisait l'officier SS, qui désignait celui qui devait vivre ou celui qui devait mourir. Ainsi, des hommes se sont arrogés le droit de dire qui devait vivre ou qui devait mourir en ce lieu. Ces hommes, mus par une idéologie idéaliste, élitiste et totalitaire, ont fait en sorte que cette idéologie devienne une réalité, cette réalité que nous voyons ici et que nous avons vécue les uns et les autres dans notre chair, et que malheureusement tous ceux qui sont partis, tous nos parents, tous nos amis, tous nos camarades, tous ceux qui sont morts, et comme dirait Paul Ricoeur, Auschwitz, c'est aussi le symbole des morts inutiles, mais aussi ceux
des morts pour la liberté. Vous savez, lorsque je reviens à Auschwitz et à Birkenau, je pense souvent à mes deux petits beaux-frères, ceux qui auraient été mes petits beaux-frères. Henri et René, 14 ans, 17 ans. Ils n'étaient même pas juifs, on les a pris pour des juifs. Ils sont venus ici, ils ont été gazés. Et ça donne toute cette dimension, ces dimensions inhumaines de ce que nous étions pour les uns et les autres. Pour les nazis, nous n'étions rien. Nous étions des stucs, c'est-à-dire des pièces. Véritablement une marchandise. Tout à l'heure, vous allez voir à Auschwitz tous ces beaux cheveux de femmes qui ont été, on a coupé les cheveux des femmes, on a pris tout ce qu'ils possédaient les uns et les autres, et on nous a vendu des hommes, on a vendu des femmes pour des laboratoires. Nous n'en avons pas le temps, mais j'ai dans ma poche différentes lettres qui ont été écrites, échangées entre le commandant du camp et le commandant et la firme Bayer, qui était en relation avec l'Institut de Strasbourg. Cet institut a demandé des femmes. Elle a demandé des femmes qu'on lui envoie 100 ou 200 femmes. Prix de 150, prix de 150 marques. Alors, bon, écoutez, je ne peux pas résister à vous le lire tellement ça me paraît. Ça donne tout à je m'arrêterai après, tellement ça me paraît extraordinaire. La première lettre qui a été écrite. En vue d'expérimenter un soporifique, vous serait-il possible de mettre à notre disposition quelques femmes et à quelles conditions toutes les formalités concernant le transfert de ces femmes seront faites par nous? Deuxième lettre. Nous accusons réception de votre lettre, considérant le prix de 200 marques exagéré. Nous offrons 170 marques, nous aurions besoin de 150 femmes. Troisième lettre. D'accord pour le prix convenu. Veuillez donc faire préparer un lot de 150 femmes saines. Nous les enverrons chercher très prochainement. Quatrième lettre. Nous sommes en possession du lot de 150 femmes. Votre choix est satisfaisant, quoique les sujets soient très amaigris et affaiblis. Nous vous tiendrons au courant du résultat des expériences. Cinquième lettre. Les expériences n'ont pas été concluantes, les sujets sont morts. Nous vous écrirons prochainement pour vous demander de préparer un autre lot. Ce sont des lettres qui ont été écrites, échangées entre le commandant du camp et la firme Bayer. Je pense que ça se suffit à ce qu'on et d'autres expériences similaires ont été faites. Nous verrons tout à l'heure au niveau du fusil. Nous avons, je vais être très bref, nous avons au moins appris deux choses. C'est qu'il faut nous méfier d'abord des paroles, et beaucoup des paroles. Les paroles tuent. Nous devons également nous méfier de nous-mêmes et des hommes, parce que les hommes sont devenus des monstres alors qu'ils ne le sont pas des monstres. C'était des hommes normaux et des hommes ordinaires. Et puis aussi, je dirais avec espoir, nous avons appris que la vie était plus forte que la mort. Je vous remercie. C'est une rage impuissante qui m'a envahi dès que j'ai passé la porte de ce camp. Elle m'a accompagnée tout au long de ce pèlerinage, dans le silence étourdissant de l'immense cortège d'ombre. À vous, femmes, à toi, femme juive ou tzigane, qui furent jetées seules dans Babel. À toi qui vis ton enfant arraché mourir avant toi. À toi qui fus torturé pour leur science ou leur plaisir. À toi qui mourus des viols, des coups, du néant, et partis de douleur. À toi aussi qui revins, mes sœurs. À vous tous qui avez péri ici, et dont les cris, dans la profondeur de nos âmes, sont terribles. Nous disons, votre sacrifice sur l'autel de l'humanité ne sera jamais oublié. J'ai dit. Horreur et innommable, nuit et brouillard, mémoire et vigilance, s'engager, résister, combattre, gémissons et espérons. Sur cette terre,
désormais porteuse du cri universel, du martyre incomparable, du tragique immémorial, je pense d'abord à ces femmes, ces enfants, ces hommes, arrachés à leur destin, à leur dignité, à leur humanité, et ainsi brisés, cassés, torturés, violés, gazés par d'autres hommes. Et ce cri, cette blessure, cette inhumanité, ce sont les nôtres. Leurs pleurs sont les nôtres. Leur mort est la nôtre. Leur courage est désormais notre exemple. Comment oublier le visage de cet enfant apeuré, isolé, séparé de père et mère, ce regard implorant tendresse et qui ne reçoit que coups et mort, et dont la lumière vive et étincelante de ses jeunes yeux est alors recouverte de l'immondice de l'obscurantisme bestial. Tous ces enfants sont les nôtres, et les pleurant, je pleure aussi la part d'humanité que tant d'hommes ont enfouie, ensevelie, sous leur immense lâcheté. Je pense à ces femmes, marchant encore, sous l'aboiement des chiens, cadavres déjà si belles pourtant, ces corps abîmés, cette féminité meurtrie, ces âmes salies. Je suis cette femme, et son souvenir s'imprimera pour l'éternité au fond de mon cœur. Je pense à ces hommes parqués comme des bêtes, humiliés, assassinés, terribles figures de ces os décharnés, s'avançant vers la mort, dignes. Ces hommes, ces femmes, ces enfants victimes du plus grand crime contre l'humanité jamais commis, ces hommes, ces femmes, ces enfants, petites figures affaiblies, déshumanisées et pourtant aujourd'hui témoignages de leur propre grandeur, nous renvoient à nos mémoires leur si belle et flamboyante humanité. Je pense aussi à tous ceux qui, par esprit de système, par volonté, par manque de courage, par habitude, ont laissé faire. Oui, tous ces préfets, en France, dans leurs douillets palais nationaux qui signèrent des décrets de rafle et de déportation, comme s'ils signaient des arrêtés de voirie, certains ajoutant, sans qu'on ne leur demande rien, avec les enfants. Oui, tous ces braves Français, policiers ou gendarmes, qui n'hésitèrent pas, sans état d'âme, à exécuter les ordres, parce que c'étaient les ordres. Oui, à ces autres Français qui regardaient passer les convois et les trains, sans rien dire, sans rien faire. Oui, à ces officiers de l'armée nazie, peut-être raffinés, peut-être cultivés, qui, après leur immorale tâche, pouvaient sans frémir jouer du Mozart sur leur piano avec femmes et enfants. Terrible leçon. Oui, les hommes ont été capables ici du pire. C'est le miroir de notre initiation. Regardons leurs visages, regardons nos visages. Le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même. Le pire ennemi de l'humanité, c'est l'humanité elle-même. Nous sommes ici pour nous souvenir que parce que juifs, des hommes, des femmes, des enfants, ici, périrent sous d'atroces souffrances. Nous sommes ici pour nous rappeler le torturé, le supplicié. C'est désormais pour toujours, quelles que soient nos identités, nos croyances, nos singularités, notre regard, notre mémoire, notre histoire. L'immensité du crime, l'inconcevable bourreau rendent évidemment dérisoire, partiel et parcellaire le devoir qui est le nôtre de dire, de crier, de dénoncer. Il faut pour autant rassembler nos forces, nos différences pour ouvrir les yeux du monde et faire cesser le temps des vallées de la mort, des amoureux de la haine, des nécrophages de l'espérance. Sans doute l'histoire connut-elle, avant Auschwitz, beaucoup d'atrocités et de crimes de génocide. Je pense à la traite des Noirs, je pense au génocide arménien. Mais la Shoah dépassa tout ce que le monde avait connu de barbarie. La découverte de l'univers concentrationnaire, la mise en œuvre de l'extermination
industrielle, rationalisée, planifiée et organisée au service d'une idéologie purement antisémite, raciste, xénophobe, démontra l'impensable et l'étendue du crime. La barbarie nazie a ceci d'exemplaire au regard de l'histoire qu'elle voulut nier, disqualifier, éradiquer l'humanité du juif et au-delà du tzigane, de l'homosexuel, du résistant, de celui qui était différent. Primo Levi l'avait bien compris. Il ne put survivre d'une part au fait que l'homme fut en effet capable de tant de haine, mais aussi au souvenir de ceux qu'il avait laissés ici, se sentant impossible pour lui ainsi de continuer à vivre, lui qui avait survécu. Son geste exprime pour nous tous l'éclatante victoire de l'incomparable émotion du partage de l'humain ainsi jeté à la figure sanguinaire du bourreau. Écoutons Primo Levi répondre à la question « Comment expliquez-vous la haine antisémite ?» Peut-être que ce qui s'est passé ne peut pas être compris et même ne doit pas être compris dans la mesure où comprendre, c'est presque justifié. En effet, comprendre la décision ou la conduite de quelqu'un, cela veut dire les mettre en soi celui qui en est responsable, se mettre à sa place, s'identifier à lui. Eh bien, aucun homme normal ne pourra jamais s'identifier à Hitler, à Himmler, à Goebbels, à Eichmann, à tant d'autres encore. Cela nous déroute et nous réconforte en même temps parce qu'il est peut-être souhaitable que ce qu'ils ont fait ne nous soit plus compréhensible. Ce sont là des paroles et des actions non humaines, ou plutôt anti-humaines. Je crois que cette notion d'anti-humain est très importante, sans précédent historique, et qu'on pourrait à grand-peine comparer aux épisodes les plus cruels de la lutte biologique pour l'existence. Si la guerre peut avoir un rapport avec ce genre de lutte, Auschwitz n'a rien à voir avec la guerre. Elle n'en constitue pas une étape, elle n'en est pas une forme outrancière. La guerre est une réalité qui existe depuis toujours, elle est regrettable, mais elle est en nous, elle a sa propre rationalité, nous la comprenons. Mais dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. C'est une haine qui n'est pas en nous, qui est étrangère à l'homme. C'est un fruit vénéneux issu de la funeste souche du fascisme. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons et nous pouvons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire. Si l'on pense à ces crimes, à ce crime de génocide, à ce crime contre l'humanité, et si l'on réfléchit pour savoir où le ranger dans notre existence, où le ranger dans notre histoire, on ne trouve aucune place. Je veux dire simplement que ce n'est plus de l'humain. Et pourtant, terrible, tragique paradoxe de l'histoire, ce sont bien d'autres hommes qui ont ainsi départi d'autres hommes de leur part d'humanité. Si nous sommes rassemblés ici, c'est aussi pour dire simplement, tranquillement, clairement, ne pardonnons pas. Il ne peut y avoir de pardon. Non au pardon. Il ne s'agit pas ici de haine. Primo Levi l'a écrit. La haine est assez étrangère à mon tempérament. Elle me paraît un sentiment bestial et grossier. Et Vladimir Yankelevitch d'écrire en écho « Pardonner, ce serait faire disparaître ceux dont on voulait déjà qu'ils n'existent plus, et donc que leur parole fut définitivement perdue. Pardonner, ce serait oublier. » Et notre rôle, nous autres qui connaissons l'importance du temps et tentons de reconstituer toujours cette chaîne de maillons réunis, c'est pour porter notre idéal, par-delà les contingences du monde, par-delà les précarités des hommes. Francs-maçons, francs-maçonnes, humanistes, universalistes, à la fois acteurs et témoins de l'histoire, nous prenons un peu de cette terre, un peu de cette mémoire, un peu de cette souffrance pour rejoindre et nous confondre humblement avec cette humanité, avec cette humaine condition dont chaque homme doit être non seulement comptable, mais essentiellement responsable. Ce voyage vers l'enfer nous rend à la fois profondément bouleversés de tristesse et de révolte, mais nous permet de puiser en nous la grandeur immense de tous les déportés, et avec eux, pour eux, nous repartons avec nos convictions encore plus fortes. Oui, plus jamais ça. Écoutons le discours prononcé par le prix Nobel de littérature
l'écrivain hongrois ancien déporté Irmé Kertész. Dans l'Holocauste, j'ai découvert la condition humaine, le terminus d'une grande aventure où les Européens sont arrivés au bout de 2000 ans de culture et de morale. À présent, il faut réfléchir aux moyens d'aller plus loin. Le problème d'Auschwitz n'est pas de savoir s'il faut tirer un trait dessus ou non, s'il faut ériger des monuments aux millions de victimes. Le véritable problème d'Auschwitz, c'est qu'il a eu lieu, et avec la meilleure ou la plus méchante volonté du monde, nous ne pouvons rien y changer. La seule possibilité de survivre, de conserver des forces créatrices et de découvrir ce point zéro, pourquoi cette lucidité ne serait-elle pas fertile? Comment peut-on penser encore après Auschwitz? Comment peut-on encore être heureux après Auschwitz? Comment peut-on encore être un homme après Auschwitz? Et pourtant, ces tueurs, ces assassins, ils ont d'abord voulu faire disparaître tous les acquis de l'Europe des Lumières. Ils ont voulu en finir avec ce vieil humanisme, cette certaine idée de l'homme pour laquelle nous avons tant combattu. Ils l'ont violenté, pour ainsi faire perdre à l'homme tout le sens et le poids de son être, de sa vie, ses sentiments et son bonheur. Mais le temps des barbares ne revient-il pas? Au Rwanda, au Darfour, les attentats terroristes aveugles et sans pitié, n'entend-on pas encore, ici et là, ces relents souterrains qui n'osent encore s'avancer à découvert de l'antisémitisme, de cette odeur si caractéristique de ce vieux fantasme, de ce vieux mythe rassis de l'antisémite? N'entendons-nous pas, broyés, vulgaires, stupides, dangereux, clamer haut fort qu'il faut désormais anéantir l'État d'Israël et son peuple? La bête immonde, ce monstre froid qui, comme dans la nouvelle de Kafka, se couche et puis se déploie encore et prend une telle place qu'elle étouffe et très vite étrangle. La bête immonde est toujours prête à renaître. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, vois-tu dans le ciel noir ces mains rouges de sang étrangler nos colombes? Ami, écoute cette rumeur de ceux qui n'ont pas parlé sous la torture, mais surtout aussi de ceux qui ont parlé sous la torture. Écoute la voix de ceux qui, à un moment donné, ont dit non, ont combattu et ont, finalement, vaincu la barbarie. Ici, nous marquons d'un signe ineffaçable, d'un signe qui résonnera encore de toutes nos forces tout au long de notre histoire, le souvenir et la mémoire de ce qui s'est passé ici. Mais ce signe nous appelle à nous relever, à nous unir pour porter l'espérance d'un monde meilleur. Cette lumière qui nous vient des siècles passés, nous devons la transmettre pour toujours, pour retrouver le sourire des enfants, la force, la sagesse, la beauté des femmes et des hommes, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. André Verdet, poète, écrivit entre le 30 avril et le 12 mai 1944, cité dans l'anthologie des poètes de la Résistance de Pierre Segers, à Auschwitz, ce texte. Quand bien même tous les êtres que j'aime viendraient à mourir, seraient morts me laissant seul à seul, comme serait morte à jamais si grouillante la terre. Quand bien même éteints astres et foyers, et de toi, de mon amour, éternité, si la nuit des nuits écrasait le monde, de son pampre touffu de ténèbres glacées, quand bien même plus un souffle de vie, hormis le mien, plus solitaire que le néant, et plus menacé, quand bien même l'irrémédiable carcasse, alors, dans cet univers pétrifié, mes lèvres forgeraient d'or le nom d'une aurore nouvelle. Oui, terre de la nuit, terre de misère, mais surtout aujourd'hui, terre d'espoir, terre de lumière. Nous sommes nés pour te nommer, pour t'arracher, pour te porter, avec tous tes morts, avec les enfants et le petit-enfant de tes morts. Nous sommes nés pour te porter et dire alors, n'oublions pas et combattons pour l'espoir à tout prix. J'ai dit.
קודשה ויכולי, ועלה מן כל פלחתה שירתה תשכחתה ונחמתה, במרחק ועלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה בשביה, חיים ושבה ושבועה וחמה ושלמה ורוח ולה סליחה וכפרה וברכתה, לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומה ויעשה שלום עלינו ויד עמו ישראל ואמרו אמן. L'orchestre était là, on sortait pour travailler au commando à 6h du matin, l'orchestre qui jouait. C'était des portés, hein, des musiciens. Et juste derrière la cuisine, devant la cuisine, vous allez voir un poteau. On dit ah non, c'est là qu'il pendait, c'est qui cherchait à s'évader, tout ça. Alors évidemment, les pendaisons se faisaient le dimanche. Tout le camp était autour. Mon très cher frère Claude, depuis ce matin, on a visité Birkenau, et puis on a fait quelques centaines de mètres à pied, et puis après on est allé au mémorial, on a déposé une gerbe, et le grand maître d'Antaillan a fait un discours. Je voudrais que tu me dises à ce moment, avant de visiter Auschwitz I, quelles sont tes impressions depuis ce matin par rapport à l'émotion que nous avons ressentie tous, je crois. J'avais déjà eu l'occasion de venir en 1969, à la fois à Birkenau, à Auschwitz et à Majdanek. Le premier sentiment qu'on a, c'est un sentiment absolument de dégoût, et on est absolument, je considère, dépassé par le processus, c'est terrible de le dire, mais industriel, de la mort qui a été créée, par cette détermination qu'il y a eu à mettre en action cette machine qui était conçue pour détruire une partie de l'humanité, et que ça a marché, que ça a fonctionné, que des hommes s'y soient attelés en se déshumanisant complètement, en considérant l'autre, comme l'a dit notre frère déporté, comme ein Stück, comme une pièce, comme un morceau, et en donnant la mort, en perdant complètement tout sens de l'humanité. Le sentiment que j'en ai, c'est que ces gens-là ont créé pour toujours une faille dans l'histoire de l'humanité. Tout à l'heure, il me venait quand le grand maître a parlé du Darfour, d'ailleurs, c'est toi qui l'a signalé aussi, parce que finalement, le regard qu'on a aujourd'hui sur ce qui se passe, c'est pour ce qu'on va dire à nos frères, mais aussi à nos enfants, et tout ce qu'on a vu, et que demain, ça ne se reproduise pas. Moi, j'étais frappé parce que j'ai lu sur le Darfour, je vois pas beaucoup d'écrits, quoi. Et en venant ici, en même temps, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi, que peut-être c'est un petit peu ces combats qu'on va tenter de susciter, éclairer un peu l'humanité surtout c'est être vigilant, quoi. Mémoire, vigilance, comme a dit le grand maître. Bien sûr, absolument. Mais je me sens en communion complète avec ce discours. J'ai apprécié d'ailleurs particulièrement le discours du grand maître ce matin. Et j'espère encore une fois que ça sera la transmission qu'on pourra apporter pour, comme je l'ai dit, éviter le renouvellement de faits qui effectivement s'apparentent à des génocides ou sont des génocides. J'espère que le rayonnement de la maçonnerie peut aider justement à ce combat-là. Nous sommes ici bien sûr pour entretenir cette mémoire, mais faut-il toujours être vigilant contre un éventuel retour de la barbarie ? Je crois qu'aucun pays n'est à l'abri de telles folies, même si l'organisation allemande avait conféré à cette folie un côté systématique exceptionnel. Mais nous avons vu qu'au Cambodge, les choses se sont répétées, qu'en Russie soviétique, les goulags n'avaient pas grand-chose à envier à ce que nous voyons ici. Et je crois que nous devons, nous maçons, veiller à ce que les valeurs que nous défendons soient représentées dans la société avec toute l'ardeur nécessaire.
Mon frère José Nagy, en première année de conseiller de l'ordre, je t'ai connu. Et ce qui m'a impressionné, on était devant le mur du souvenir de Cadet et tu as fait un discours rappelant, avec grande émotion pour nous tous d'ailleurs, et pour toi-même et pour nous tous, ce que tu avais vécu quand tu étais tout petit, je crois, dans un camp de concentration, Mauthausen, je crois. Est-ce que tu peux rappeler brièvement? Effectivement, en février 1945, avec mes parents, nous avions quitté la Hongrie, les Russes arrivant, la guerre se terminant, et arrivés aux abords de Linz, nous avons été interpellés sur une dénonciation. On nous a interpellés comme étant des tziganes par les Allemands, et le camp le plus proche de Linz, eh bien, c'est le camp de Mauthausen. Alors, mon père et moi, nous sommes entrés dans ce camp, février 1945, et avons été libérés le 5 mai 1945 par les Américains. Je suis retourné sur le site de Mauthausen avec mon épouse il y a quelques années. On a des racines qui nous suivent en permanence, et c'était pas un lieu, je ne peux pas dire connu, mais pas inconnu. C'est quelque chose qui vous frappe, et j'avais comme des souvenirs, mais des souvenirs incertains. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu reviens dans un autre camp, qui a peut-être pas la même dimension, je crois que celui-ci c'est un camp d'extermination, enfin la partie qu'on a vue ce matin, Birkenau en tout cas. Qu'est-ce que tu ressens cet après-midi? C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le camp de Birkenau à Auschwitz avec le camp de Mauthausen. Mauthausen était un camp d'extermination par le travail. Et il faut savoir que les hommes, quand ils entraient dans ce camp, étaient enregistrés comme tailleurs de pierre, et les enfants apprentis tailleurs de pierre. Pourquoi tailleurs de pierre? Parce que les hommes sortaient le matin dans les carrières de granit, aux abords de Mauthausen, ils extrayaient le granit pour tailler des pavés, pour paver les rues des villes allemandes, également de ce camp de Mauthausen. Pour ce qui concerne le site que nous avons rencontré tout à l'heure, eh bien c'est l'horreur, hein, en fait. C'est l'horreur, et j'ai surtout retenu de ce que le grand maître, les discours du grand maître, en ce sens que l'homme est capable du pire, mais l'homme il est également capable du meilleur, et il ne faut pas oublier. On ne peut pas comprendre que les hommes aient pu faire ce qu'ils ont fait. Quand tu penses que dans certains camps, des médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, qui étaient des médecins comme des autres avant la guerre, avant l'arrivée du Führer, ils sont devenus des bourreaux. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger que l'homme, aujourd'hui qui est normal, que l'on considère normal, eh bien peut-être demain il sera capable de pire. Et c'est bien vrai qu'au fond de nous-mêmes, il y a une bête immonde qui ne demande qu'à se réveiller. Faut-il toujours être vigilant contre un éventuel retour de la barbarie? Il faut que nous prolongions la réflexion qui a été celle d'Hannah Arendt. Ce qui s'est passé ici doit être conçu comme impossible de l'humain, hélas. Nous naissons appartenant à l'espèce humaine, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes devenus des êtres humains capables de se conduire en humain et capables d'assumer les valeurs humanistes. Cela s'apprend tout au long de la vie, et l'éducation évidemment quelque chose de très important. Et pour que ces choses-là n'arrivent pas, parce qu'hélas elles se sont reproduites encore après cet holocauste, eh bien il faut les devancer. Il faut donc que tous les jours, inlassablement, auprès des jeunes, mais aussi auprès de nos concitoyens, chaque fois que nous entendons des opinions dangereuses, eh bien, nous fassions valoir ce qui est important et combien tout ce qui touche à l'humain doit être respecté. Je crois qu'en fait, l'histoire doit nous apprendre, doit nous enseigner un certain nombre de choses. Je crois qu'elle nous les enseigne, mais que l'être humain, quelque part, ne se bonifie pas vraiment face aux enseignements de l'histoire. Et je crois que nous sommes, effectivement, nous avons ce devoir de vigilance pour tous les mots qui se terminent par phobie et par isme, si je puis dire. Claude, moi, on ne va pas faire la conclusion, d'autant plus que c'est plutôt à toi à faire la conclusion qu'à moi. Mais enfin, moi depuis ce matin, j'étais impressionné. J'étais venu ici, je venais de lire Primo Levi, de ses derniers livres, et donc j'avais vu, il disait, Primo Levi,
Les mots ne suffisent pas à cet endroit-là pour définir l'indéfinissable, c'est-à-dire la démolition de l'homme. Et j'étais en train de me dire, quand je voyais tout ça ce matin, et quand notre ami Ezraï expliquait, notre frère Ezraï expliquait tout ce qui se passait, il nous disait que parfois l'homme devenait un loup pour l'homme à l'intérieur. Parce que c'était le but des nazis. Le but des nazis, c'était de rendre ces hommes presque à l'état sauvage pour qu'ils deviennent pires qu'eux. Est-ce que tu n'as pas eu cette impression de... Oui, cette impression, évidemment, je crois qu'on la partage parce que tout, normalement, dans notre culture, dans notre mode de pensée, nous, dans notre engagement, nous tourne vers l'autre. Si je suis devenu maçon comme toi, je pense que c'est parce que, en définitive, l'autre nous est pas indifférent. Et en pensant, puisque tu as cité Primo Levi, c'est effectivement ce sentiment que il y a eu à un moment donné cette volonté de faire cette terrible, comme ça a été dit, de sélection à l'entrée des camps, mais de la faire dans l'humanité, en fait. De considérer que de s'arroger le droit de pouvoir prétendre que certains allaient sélectionner ceux qui auraient le droit de vivre. Et ça, on est dans l'inconcevable d'une pensée qui, pour nous, n'est pas imaginable, pas seulement par notre état de maçon, mais simplement parce que nous sommes des frères en humanité. Et que là, on est rentré dans l'animalité la plus totale. Et ça, c'est inconcevable. Bon, on sait que l'homme peut être violent, peut détruire d'autres personnes. Moi, je me souvenais aussi tout à l'heure, je pensais au génocide arménien. Bon, tous les génocides sont affreux, mais celui-là, il va plus loin. Parce que tout à l'heure, on regardait aussi tout ce qui concernait l'utilisation du corps humain, les cheveux de femme, la peau, etc., pour faire des produits industriels, quoi. C'est, mon cher Georges, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est le fait de considérer effectivement l'autre comme étant une pièce, un morceau, qui peut être utilisé, eh bien, allons jusqu'à l'absurde, dans des pièces détachées, puisqu'on l'a exploité. On a entendu tout à l'heure les lettres de notre ami, d'une grande société qui achète des femmes pour des expériences, qui se plaint de la qualité de la marchandise, qui dit qu'on va essayer de renouveler le stock pour faire mieux, etc. On est dans la déshumanisation. Ce qui m'affole et la leçon à en tirer, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, comment on peut traduire ce message pour les jeunes générations par rapport à ceux qui ont tendance aujourd'hui, certains qui veulent le nier, donc je pense bien évidemment aux négationnistes, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça et faire justement que ces visites soient non pas des visites seulement de mémoire, mais comme je le disais tout à l'heure, de combat pour l'avenir. Enfin, choqué et stupéfié parce que malgré tout ce qu'on peut imaginer, lire, voir dans les films, le voir en vrai c'est toujours plus stupéfiant et marquant. Il ne faut surtout pas oublier ça et pas répéter les mêmes erreurs. Dernière question, ma sœur. Ici, il y a les cendres, et je la pose à chacun des frères et des sœurs qui sont présents dans la maçonnerie. Il y a les cendres de 900 000 juifs, 1 million de personnes reposent ici. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire? J'aurais envie de dire pardon. J'ai dit. Nous sommes vos descendants. Je leur dirais d'abord pardon. Pardon pour tous les crimes qui ont été commis par l'humanité à leur endroit, parce que c'est une injustice sans nom, inqualifiable. Je leur dirai aussi merci d'être morts dans la dignité, parce que nous le savons, ces hommes, ces femmes, ces enfants sont morts en restant des êtres humains, hommes, debout, malgré toute l'ignominie que l'on leur faisait.